Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au moment des indépendances, dans les années 1960, plusieurs pays africains ont hérité de dettes issues de la colonisation. Récemment, la France a accueilli un sommet pour relancer l'économie africaine, en agissant sur la dette. En réalité, la dette coloniale africaine concerne la France puisque c'est elle qui administrait les États africains avant l'indépendance. Faut-il alors payer la dette africaine laissée par la France coloniale? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Dette africaine, les pays africains doivent-ils la payer? Depuis les indépendances, la dette africaine subit les chocs financiers. De 16,3 milliards de dollars à la fin des années 1960, son montant est passé à 365 milliards de dollars, donc environ un tiers est dû à la Chine. La dette africaine, dont le G20 a décidé de suspendre le remboursement pendant 12 mois depuis 2020, se creuse et s'efface depuis les indépendances. Elle atteint aujourd'hui 365 milliards de dollars, soit 340 milliards d'euros, dont environ un tiers est dû à la Chine, je l'ai dit. Dans les années 1960, plusieurs pays ont hérité d'un passif contracté par leur ancienne puissance coloniale. La dette de la Belgique, léguée au Congo indépendant, s'élevait à 120 millions de dollars. Il faut le dire ici. Ça, il faut le dire, et surtout, c'est ce qu'assure Éric Toussaint, historien et porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. En Mauritanie, c'est un prêt de 66 millions de dollars contracté par la France avant l'indépendance, qui est devenu plus tard une dette. Qu'en est-il alors des pays de la zone francophone où la France s'est crue chez elle, faisant ce qu'elle veut? Là-bas, mesdames, messieurs, eh bien, les dettes sont colossales. D'autres pays ont accédé à l'indépendance avec des finances saines. Dès 1958, le Togo de Sylvanus Olympio, premier ministre autonome puis premier président, avait équilibré les finances publiques du côté du Togo. La plupart des colonies françaises contractaient des prêts auprès du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer. Il était financé par l'État grâce notamment à des avances de la Caisse centrale de la France d'outre-mer. Après les indépendances, les jeunes pays n'ayant pas d'infrastructures pour valoriser leurs matières premières ont continué d'emprunter auprès du FIDES jusqu'en 1962 pour financer des investissements, des équipements ou des programmes d'études. Le taux était faible. On parlait bien sûr de 2 ou alors 3%. À la fin des années 1960, la dette totale extérieure des pays africains était maîtrisée puisqu'elle atteignait 16,3 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Eh bien, il faut également prendre l'initiative. Au début des années 1970, il n'y avait malheureusement pas de garde-fou contre la mauvaise gouvernance. Des présidents ont dépensé sans compter pour construire des éléphants blancs comme des statues à leur effigie. La dette va aussi s'aggraver à cause de la récession économique et surtout des chocs pétroliers de 1973 et 1979. Aux États-Unis, la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt à près de 15%. Oui, vous avez compris, le taux d'intérêt à cette époque était de 15%. Les pays africains et ceux d'Amérique latine se sont retrouvés à rembourser à des taux très élevés une dette qu'ils avaient contractée à des taux très faibles. On parle bien sûr de 2 ou encore 3%. Malheureusement, en 1982, ou alors heureusement, le Mexique annonce qu'il n'est pas en mesure de rembourser. Au Burkina Faso, Thomas Sankara, capitaine anti-impérialiste, prend le pouvoir en 1983 et va déclarer haut et fort qu'il n'appartient pas à l'Afrique de rembourser. En tout cas pour lui, il n'y a aucune dette à rembourser puisque les pays africains n'en ont pas été responsables et n'en sont pas responsables. Pour mieux le comprendre, on va l'écouter tous ensemble. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon.
Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique.
Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette phrase est restée à jamais gravée dans les mémoires et Thomas Sankara n'est pas mort. Il est justement en chacun des Africains qui se lèvent pour la révolution et surtout pour donner la dignité à l'Afrique. Paul est là, front uni contre la dette. Eh bien, c'était justement ce que voulait Thomas Désiré Sankara. Il ne verra pas le jour, en tout cas, ce front uni contre la dette, car à peine terminé, plusieurs chefs d'État africains de cette époque vont prendre l'initiative de comploter contre Thomas Sankara et il sera assassiné. Comme il le déclare d'ailleurs dans cet élément, il ne verra pas le prochain sommet de l'Union africaine. Alors, la dette. La dette, en réalité, il faut comprendre que c'est une spirale qui est pensée, conçue pour maintenir les États dans leur situation de dépendance vis-à-vis d'un Occident toujours impérialiste. Et la dette, en fait, le problème n'est pas la dette en elle-même. La problématique centrale, à mon sens, c'est l'origine de la dette et les conditions de la dette. Parce que, voyez-vous, que ce soit à titre privé ou que ce soit au niveau des États, on a toujours besoin, souvent, de s'appuyer sur des apports externes pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Et c'est encore plus vrai pour les États qui ont donc des dépenses budgétaires qui ne correspondent pas toujours, et d'ailleurs en tout cas très peu souvent correspondent aux recettes telles qu'elles ont été escomptées. Donc, on a recours à la dette, et la vraie question c'est d'où vient la dette, et de quoi elle est constituée, et à quelle fin. Et pour expliquer la notion de dette en Afrique, puisque c'est la thématique, il faut bien le regarder, à mon sens, sous trois prismes. Le premier, c'est d'un point de vue technique, le second, c'est d'un point de vue historique, et le troisième, c'est d'un point de vue économique ou pratique. D'un point de vue technique, il faut dire que depuis des temps immémoriaux, mais pour quand même se donner une référence, on va dire depuis au moins 1815, notamment le 18 juin, date de la bataille de Waterloo, on assiste à une montée dans les économies mondiales et dans le système bancaire et financier dominant d'aujourd'hui, à ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie qui passe par le spéculatif. Aujourd'hui, quand on parle de pays riches et de pays pauvres, c'est essentiellement biaisé parce que quand on parle de l'Occident aujourd'hui comme étant la zone des pays riches, ces pays occidentaux en réalité n'ont pas le reflet en termes de monnaie, n'ont pas le reflet économique réel de ce qu'ils prétendent être leurs richesses. Leurs richesses sont essentiellement spéculatives et donc basées sur le virtuel. Et techniquement, comment est-ce que l'Occident s'organise pour transformer son virtuel économique dans l'économie réelle? Tout simplement par le mécanisme de la dette. Parce que lorsque vous avez fait tourner la planche à billets et qu'il n'y a pas de contrepartie dans l'économie réelle en termes de biens matériels, vous devez de trouver un expedient, vous devez de trouver une solution pour transformer justement cette création monétaire au risque de se trouver dans l'inflation. Vous devez de la transformer en monnaie, en bien matériel. Donc en monnaie en réalité, mais qui a une base, un soubassement dans l'économie réelle. Et comment ça se passe? Ça se passe par le truchement, justement, par le mécanisme de la dette. Et lorsque l'Occident, donc, a créé cet argent, cette monnaie-là, sur ex nihilo, elle le transfère dans les pays africains, notamment, les pays dits pauvres en général, par le mécanisme de la dette. Parce que quand je vous emprunte de l'argent, soi-disant pour faire tourner votre économie, par le mécanisme de l'aide et du financement, vous qui avez une économie basée sur des biens matériels réels, donc,
par rapport à vos ressources du sol et du sous-sol, vos richesses du sol et du sous-sol, vous allez travailler pour que cet argent que vous avez reçu en emprunt ait un correspondant dans l'économie réelle. Et quand vous allez rembourser cet argent, en réalité, vous qui avez emprunté, vous l'emprunteur, vous aurez travaillé pour mon compte, moi le prêteur, et vous aurez contribué à faire en sorte que l'argent que j'ai créé ex nihilo, en faisant tourner la planche à billets, ce que vous n'avez pas le pouvoir de faire, quand vous me le remboursez en ayant créé un correspondant dans l'économie réelle. Donc, l'argent que j'ai créé ex nihilo, qui était sous le coup de créer une inflation dans mon pays, quand vous me le remboursez, il a désormais une correspondance réelle parce que vous avez travaillé pour me rembourser cet argent. Donc, vous contribuez à passer mon économie du virtuel au réel. Voilà le mécanisme technique en réalité de la dette. Et donc, ça se voit au niveau des États, mais ça se perçoit également au niveau privé. Quand vous allez emprunter de l'argent dans une banque, la banque ne vous prête pas, contrairement à l'imaginaire collectif et populaire. La banque ne vous prête pas l'argent des déposants. La banque, par le mécanisme de la monnaie scripturale, Oui. crédite votre compte sans vous donner forcément de l'argent physiquement. Et c'est encore plus vrai dans les économies dématérialisées, où on fait le plus d'achats par des cartes bancaires et par des virements ou par des chèques. Donc, quand vous allez emprunter cet argent à la banque vous crédite votre compte de façon scripturale par des écritures comptables, sans que forcément vous n'ayez cet argent matériellement, sans que la banque ne prenne l'argent des déposants pour vous les donner. Mais ça, c'est un système qui existe et qui a été facilité et qui a été encouragé à volonté et à dessein par le système bancaire et financier mondial aujourd'hui qui prédomine, et depuis notamment de façon beaucoup plus matérielle sur cet aspect de crédit privé là, depuis au moins 2007 avec la loi, avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, en son article 123, je pense, interdit désormais, depuis 2007 donc, pour vous montrer que depuis au moins, j'ai parlé de 1815, depuis la bataille de Waterloo où la spéculation a commencé, jusqu'en 2007, chaque année, et on va voir ça sur le plan historique que je vais évoquer tout à l'heure, en tout cas au fil du temps, les États dominants ont toujours favorisé la spéculation au détriment de l'économie réelle. Ce qu'on a donc appelé la financiarisation de l'économie. Donc, on virtualise en fait le réel et en réalité, on passe par le mécanisme de la dette pour rendre réel ce qui est virtuel. Et au plan privé, justement, avec le traité de Lisbonne en son article 128, il est interdit depuis 2007 aux banques centrales de faire tourner leur planche à billets pour prêter de l'argent aux États. Ce mécanisme d'emprunt des États est désormais attribué depuis 2007, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, et l'Afrique centrale, en fait, l'Afrique, que ce soit de la BCAO ou de la BEAC, dépendent bien de l'euro, et donc subissent les conséquences directes de cette décision-là du traité de Lisbonne. Et donc, depuis cet article de 128 du traité de Lisbonne, les pays occidentaux, européens notamment, n'ont plus le droit de recourir aux banques centrales pour obtenir des emprunts. Puisque les banques centrales, lorsqu'elles font tourner la planche à billets, elles prêtent aux États qui sont les leurs à taux zéro. Pourtant, dans le mécanisme de crédit par les banques commerciales que favorise donc le traité de Lisbonne, les banques commerciales ont ce qu'on appelle, parce que les banques centrales, de façon un peu pédagogique, les banques centrales ont le pouvoir d'émission, donc de faire tourner la planche à billets, pendant que les banques commerciales ont le pouvoir de création monétaire. J'ai pris l'exemple, quand vous allez emprunter de l'argent, on ne vous donne pas forcément de l'argent des déposants, mais on fait une écriture, on crédite votre compte. C'est un pouvoir scriptural qui donne aux banques, à travers ce traité-là, aux banques commerciales, la possibilité de créer de la monnaie au-delà de leurs avoirs, au moins de 6 fois. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'ils ont appelé le système des réserves fractionnaires. Ça veut dire qu'on a une partie d'argent qui est réelle, mais on peut vous emprunter 6 fois plus que ce qu'on a réellement. Et c'est de là que vient la spéculation. C'est-à-dire qu'on peut de façon indéfinie
aller au-delà des avoirs effectifs et donc créer une bulle financière qui, lorsqu'elle éclate, crée justement des crises financières telles qu'on a eu en 2008 et d'autres. Et donc, d'un point de vue historique, cette réalité s'est installée à dessein pour justement permettre aux économies occidentales, européennes d'abord et occidentales ensuite, de vivre, on va dire, décemment et dans une opulence apparente du fait du travail des pays qu'elles endettent, que l'Europe endette et l'Occident en général, pour donc rendre réelle cette économie-là. Alors, ça c'est sur le plan technique. Donc sur le plan technique, on se rend bien compte que la dette est un mécanisme organisé, entretenu, pour maintenir les États endettés dans cette dépendance-là qui permet de financer et d'entretenir les économies des pays créanciers. Et donc, sur le plan historique, ça remonte, j'ai dit tout à l'heure, depuis au moins 1815, donc de la bataille de Waterloo, avec Nathan de Rothschild qui avait fait une spéculation sur la prétendue victoire de la France alors qu'il savait que c'était l'Angleterre. Et après, quand tout le monde, tous ces spéculateurs se sont précipités pour vendre leurs titres, il a racheté tous les titres et ça a été le début de la fortune de cette famille-là. Mais par la suite, donc, il y a eu une série de mécanismes, une série de décisions qui ont contribué justement à faire en sorte que la dette soit entretenue de façon permanente. Et je vais citer juste 3 dates. Vous avez principalement un événement ou une série d'événements qui ont contribué à entretenir et à encourager la spéculation. C'est la fin de l'étalon or. Vous savez qu'à l'époque, après le troc, à l'époque, il y avait au moins jusqu'en 1931, date de la fin de l'étalon or justement, il y avait une correspondance, toutes les monnaies étaient arrimées en correspondance fixe avec l'or. Ça veut dire que quand vous aviez une quantité de monnaie, votre banque centrale de votre pays avait son équivalent dans les comptes en or. Donc en réalité, l'inflation n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer au-delà de ce qu'on avait. Et donc, au bout d'un certain temps, en 1931, c'était la fin de l'étalon or. En 1900, après la Seconde Guerre mondiale en 1944, avec les accords de Bretton Woods et les institutions qui ont suivi, FMI et Banque mondiale, c'était désormais l'arrimage fixe du dollar à l'étalon or, mais toutes les autres monnaies devaient être arrimées à la monnaie pivot qui était le dollar. Et en 1971, c'est donc le déclenchement, si vous voulez, l'ouverture des vannes du crédit à outrance et sans limite. Vous avez donc eu la fin totale de la référence en or et vous avez à la suite donc du crash boursier, du choc pétrolier de 1973. Alors, quand on parle du point historique, de ces éléments historiques, resituons l'Afrique. L'origine de la dette africaine, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pour situer le contexte et montrer que la spéculation et la dette sont pensées, conçues et entretenues pour maintenir la dépendance des pays dits pauvres et que cette pauvreté en réalité n'est que spéculative, comme la richesse de l'Occident. Alors, quand vous prenez la dette des pays africains, il faut bien comprendre d'où provient la dette des pays africains. Parce que pour avoir une solution et dire si la dette doit être payée ou pas, il faut savoir d'où elle sort, d'où elle provient historiquement et de quoi elle est composée. Alors, la dette africaine provient principalement de façon historique de 2 éléments, de 2 sources. La première source, c'est le plan Marshall. Ça peut vous surprendre. Le plan Marshall, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, que les Américains avaient décidé de mettre sur pied pour reconstruire l'Europe, version officielle, pour aider l'Europe à être reconstruite. Et suivez bien parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des collusions et des coïncidences. Quand vous expliquez, on se rend déjà compte que c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque, vous avez dit le mot, mais je vais faire un saut rapidement pour que vous ayez le lien. Je vous explique et je vais dérouler en 2 minutes que l'une des origines, l'une des sources de la dette africaine, c'est le plan Marshall. Évidemment, ceux qui nous écoutent vont se demander, mais où est le rapport? Le plan Marshall, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Où est l'Afrique là-dedans? Mais pour vous mettre un peu la puce à l'oreille et vous dire où est l'arnaque, parce que vous avez lâché le mot, regardez ce que Macron a dit, Emmanuel Macron,
quelle déclaration il a faite au sortir ou pendant le sommet soi-disant de financement des économies africaines. Oui. Il a dit il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Et quand je vais expliquer la supercherie du plan Marshall et le lien avec la dette africaine, vous allez comprendre la supercherie de ce prétendu sommet pour le financement des économies africaines. Et vous comprendrez qu'en réalité, la dette, de façon standard, de façon pérenne, est pensée et conçue dans les seuls intérêts des prêteurs. Et ils n'ont pas intérêt, justement, et ce n'est pas qu'un jeu de mots, à ce que les pays africains, du monde en général, mais les pays précisément africains, se départissent de leurs dettes parce que, justement, cette dette les entretient leurs économies. Alors, le plan Marshall, c'est quoi? Et la relation avec la dette africaine, c'est tout simplement que quand les États-Unis, déjà précurseurs dans la démarche, dans la logique de spéculation à outrance, font tourner la planche à billets, aller savoir les origines, les motivations même de cette guerre et d'autres crises, oui, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire tourner la planche à billets. Quand les États-Unis décident de, soi-disant, en tout cas, ceux qui comprendront, mais entre les lignes, quand les États-Unis disent qu'ils vont aider les pays européens au sortir de la guerre, qu'est-ce que les États-Unis font? Les États-Unis font tourner la planche à billets, d'accord, par leur banque centrale, qu'ils injectent en Europe, mais cette planche à billets qu'ils font tourner, ils ne peuvent pas investir cet argent aux États-Unis parce que ça va créer de l'inflation puisqu'il n'y a pas l'équivalent en termes d'économie réelle. Il faut donc aller en Europe, injecter cet argent du plan Marshall, cette planche à billets qui a produit des milliards et des milliards de dollars, et faire en sorte que les économies européennes qui sont brinque-ballantes du fait justement de la guerre, trouvent le moyen de matérialiser l'argent créé par les États-Unis à travers justement la reconstruction, les activités de reconstruction qui étaient toutes gagnées par des entreprises américaines. Et donc les Américains déportent donc l'usage de cet argent en Europe. Et quand cet argent est remboursé par les Européens, cet argent a déjà une correspondance dans l'économie réelle et ça contribue à faire la fortune et la puissance des États-Unis. Mais quand l'Europe maintenant subit ça des États-Unis, en tout cas d'un point de vue monétaire, l'Europe a donc un excédent de ressources monétaires. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font affluer ces ressources en Afrique. L'Afrique qui, justement, à cette période est au début des indépendances, des pseudo-indépendances, et ils disent à l'Afrique, pendant que les États-Unis disaient à l'Europe que cet argent c'est pour les reconstruire, ils disent à l'Afrique c'est pour vous construire. Vous êtes des jeunes États, vous venez de démarrer dans, le monde tel qu'on vous l'a conçu, et il vous faut construire vos pays. L'argent a donc afflué, les euro-dollars donc du plan Marshall ont afflué en Afrique, et justement, c'est là le début de la dette, qui était en fait une conversion prolongée des États-Unis via l'Europe pour recycler un argent fictif dans une économie réelle des États africains qui avaient donc besoin de routes, de ponts, de bâtiments et de transformation économique. Ça, c'est le premier point, le plan Marshall, la source de la dette africaine. Le deuxième point, c'est la colonisation, la dette coloniale. La dette coloniale qui était justement de dire, on vous a construit des ponts, des écoles, ainsi de suite. Maintenant que vous êtes indépendants, remboursez-nous. Vous savez très bien ce qui est arrivé à Haïti. Plus de 175 milliards de dollars que Haïti a dû payer en 200 ans. En 200 ans, depuis 1838, à l'époque de Charles X. Et Haïti aujourd'hui, du fait de cette dette, et ça vous donne déjà une idée de mon point de chute, du fait de cette dette, Haïti est l'un des pays les plus pauvres de la planète parce qu'ils ont passé leur vie à rembourser. Et c'est exactement ce qui se reproduit avec les pays africains et la dette africaine. C'est qu'on nous éternise dans une dette, on nous fait même culpabiliser en nous disant que notre dette et la difficulté de remboursement, c'est le fait de la malgouvernance, de la corruption, alors qu'en réalité, c'est plutôt cette corruption, cette malgouvernance qui sont la conséquence de la dette. Et on se retrouve donc dans une spirale vicieuse et qui nous embrigade comme ça. Et donc, voilà la réalité de la dette africaine. D'un point de vue technique, d'un point de vue historique, avec les deux raisons que j'ai évoquées tantôt, et maintenant d'un point de vue économique, par lequel je finis, mais c'est tout simplement qu'on ne peut juste pas rembourser cette dette. Et je réponds
clairement à votre question. On ne peut juste pas la rembourser. Plus de 400 milliards de dollars, mais qui en réalité correspondent à des dettes virtuelles qui vous sont imposées, rappelez-vous, des années 80 avec la détérioration des termes de l'échange, avec la série de privatisations, avec les plans d'ajustement structurel. Qu'est-ce que ça a donné aux pays africains? Absolument si ce n'est rien. Le chaos économique. Aucune aide occidentale, aucune dette n'est conçue pour aider un pays à se relever. Mais c'est pour enfoncer le dit pays qui doit de façon perpétuelle contribuer à la santé financière des économies occidentales. Et donc, il est impossible de rembourser une dette aussi inique parce que c'est une arnaque juste monumentale dans laquelle les pays africains se sont embourbés au gré du satisfecit et de l'intéressement de quelques élites qui, du fait de cette dette qu'on leur octroie, soi-disant pour les aider, en réalité, sont contentés avec des bacs chiches, ainsi de suite, mais en réalité, c'est le peuple à la fin qui trinque. On ne peut juste pas payer cette dette parce qu'elle n'a pas de sens. Et je termine ce point en disant que quand on vous, prétendument, on vous prête cet argent, soi-disant pour vous aider, regardez très bien les raisons pour lesquelles l'Occident prête, soi-disant, l'argent aux pays africains. J'ai déjà parlé du recyclage d'un argent dont la planche à billets a fonctionné et qu'il faut transformer de l'argent virtuel en argent dans l'économie réelle. Je l'ai expliqué. Mais vous avez également, même quand cet argent est perçu par les pays africains, regardez les raisons pour lesquelles cet argent est perçu. Regardez par exemple le pont il y a quelques années, je pense que c'était dans les années 2000, un barrage en RDC qui a été financé à hauteur de sommes faramineuses. Mais en réalité, ce barrage avait été financé, qui avait été tiré jusqu'au Katanga, où il y a une haute tension qui a été tirée jusqu'au Katanga, soi-disant pour résoudre les problèmes d'électrification des populations. Mais en réalité, le barrage, c'était tout simplement pour les champs miniers exploités par des sociétés occidentales pour permettre justement la facilité de cette exploitation. Rappelez-vous du pipeline Tchad-Cameroun. Est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt des Africains? Mais c'était dans l'intérêt des multinationales occidentales. Donc, tous ces financements, quand on vous dit on va financer des routes, on va financer des ponts, on va financer ceci, en réalité, c'est encore dans l'intérêt de ces pays occidentaux qui ne financent que ce qui va dans leurs seuls intérêts. Donc, et vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous finance, quand on vous dit un pont, un barrage, ainsi de suite, c'est encore les mêmes entreprises occidentales qui gagnent les marchés avec l'argent qu'on vous a prêté, mais ce sont elles qui fixent les taux, les montants de ces marchés et les taux d'intérêt. Et quand vous allez rembourser, on va vous demander de rembourser avec des taux d'intérêt. Et quand on va vous dire, voilà, parce qu'on est très gentil, vous avez suivi, vous avez lu ça tout à l'heure dans votre chapeau, 12 mois, vous avez lu ça je pense, oui. 12 mois de sursis du G20 par rapport à la dette africaine. Ça ne veut absolument rien dire le sursis, puisque ce n'est qu'une dette qui est décalée. Donc en réalité, non, on ne peut pas payer cette dette, on ne doit pas payer cette dette, un, parce qu'elle est injuste, un, parce qu'elle n'est pas due, tout simplement parce qu'elle est fallacieuse, et troisièmement parce qu'elle est inique et illicite. Merci beaucoup pour toutes ces belles explications. On va dire également qu'à vous entendre, cette arnaque, c'est carrément une arnaque, une grosse arnaque depuis de longues années aujourd'hui. Docteur Jean-Paul Mbelek, comme Thomas Sankara le disait encore dans les années 80, eh bien, il ne faut pas payer cette dette. Il faut plutôt que les États africains se réunissent pour faire front commun, pour finalement dire non à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à tous ces pays européens. Bon nombre d'Africains aujourd'hui pensent également pareil et déclarent haut et fort que l'Afrique n'a rien et ne doit rien du tout à personne. Moi, je dis tout ça ne mérite pas autant d'explications. C'est inutile. Oui. Le problème est clair, quoi. Et puis vous avez ici une très belle émission. J'ai félicité Yam Timba hier. La prochaine fois je rencontre Dr Edimo, je le féliciterai aussi. Parce que ça, c'est des gens qui ont pris la peine d'expliquer en termes simples et de façon claire, des données précises, le problème africain, qui pourrait même, en pas que camerounais, qui pourrait même déposer sur ce problème de dette dont on parle aujourd'hui. Voilà. Bon, Paul est là. D'abord, les réserves fractionnaires, ça peut aller jusqu'à 100. C'est pas ça peut aller, ça commence à 100. Et ça peut aller au-delà pour certaines banques centrales. Voilà. Et c'est pas pour toutes les banques. La BEAC, par exemple, peut pas faire ça, ni la BCE. C'est pas les banques centrales qui font les réserves fractionnaires, c'est les banques commerciales. Banque centrale. Non. Banque centrale.
Bon, vous allez vous entendre plus tard. Il n'y a Allons-y. même pas à s'entendre banque centrale. C'est Tout pas le les monde- banques centrales. Les tout le banques monde- centrales ne font, les tout banques le monde- centrales ne font C'est pas les de banques prêts. centrales qui émettent qui fabriquent la monnaie, c'est clair. Tout le Elles monde font peut de le vérifier. l'émission. De Tout le l'émission monde. monétaire. Ouais, moi je joue pas sur les mots, moi je suis pas français, donc soyons clairs, faut pas tromper les gens, soyons clairs. Donc c'est les banques centrales, ceux qui créent la monnaie, ils sont capables de multiplier par 100 ce qui va dans les dépôts. Voilà, les autres là ne font que, c'est des banques commerciales comme tu l'as dit toi-même, c'est du commerce qu'ils font. Voilà, c'est pas eux qui gèrent cette affaire. Alors autre chose, regardez, prenons un exemple historique, parce qu'on n'est pas là pour montrer qu'on connaît, hein. On est là pour affranchir nos peuples et apporter un minimum d'éclairage selon nos capacités à ceux qui vont prendre des décisions. Voilà, ceux qui veulent bien écouter ce qu'on dit. Alors, l'autre chose, c'est que, je ferai un exemple historique, c'est les emprunts russes, qui se sont faits au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe, c'est-à-dire avant la fin de la Première Guerre mondiale. Quand la révolution russe a réussi en 1917, ils ont décidé de ne rembourser personne. C'est tout, on ne parle plus. Pourtant, il y a bien eu dette là-bas. Il y avait des Alors, ils ont décidé il y haut avait et des fort grandes qu'ils ne classes. vont pas rembourser. Oui, les plus grosses tranches d'émissions des emprunts russes, c'était en France, à Paris. Ça a duré plus de 20 ans. Ils ont décidé de ne pas rembourser. C'est fini. C'est une dette contractée par le tsar. Eux ne sont pas le tsar. Ils ne remboursent rien. Point final. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on parle encore de la dette russe, des emprunts russes? Non. Je me souviens dans les années 80, on en parlait, mais c'est dans les actualités. De temps en temps, quelqu'un en parle. Mais c'est fini. Il n'y a pas de démarche là-dessus. Tous ceux qui ont essayé n'ont jamais rien eu. Ça s'est arrêté tout seul. Donc, jamais remboursé. Comment tu peux rembourser clairement quelque chose contracté par le colon? On a vu le cas unique avec Haïti. Bon, là, le rappel pour là, historiquement, il fallait le faire. On a eu le cas unique de Haïti. C'est que quelqu'un est venu, il t'a rendu esclave, il t'a colonisé, il t'a exploité, il a même pris tes ressources, et en plus, il a exploité ta capacité, ta force physique, il t'a empêché, toi, de fonctionner, de développer ta propre famille et tout, et il demande encore que tu Tu le rembourses. tu le rembourses encore. Mais non. Soi-disant, il a fait quoi? Mais tous les massacres qu'il a fait avant, on l'a évité. Non. Donc ça, c'est du n'importe quoi. Et puis quand il faisait ça, c'est pas pour le bien-être des populations. Par exemple, ici au Cameroun, les Français ont fait quoi? Il n'y a rien du tout. Si ils font une petite route pour emporter les matières premières au port de Douala, c'est déjà beaucoup. Ils ont fait quoi? L'essentiel a été fait par l'État camerounais après l'indépendance. Et maintenant, justement, l'autre étape qui est soulignée par l'émission dont j'ai parlé, avec Dr Edimo et Nyam Timba, ils nous prennent pour des imbéciles parce que toutes les usines, les éléphants blancs qu'ils ont apportés, c'est calculé d'avance, c'est pour qu'on se ruine. Mais en fait, notre problème, c'est que nous disons que nous ne sommes plus des imbéciles. C'est ce que Cheikh Anta Diop disait, qu'il faut que les idéologues comprennent qu'ils ont rencontré des intelligences égales. Et nous rajoutons, on l'a déjà dit ici, donc je le redis seulement, même supérieur, voire supérieur. Oui. Oui. Donc, en fait, c'est un problème d'intelligence. C'est que des gens, ils nous ont pris pour des cons, ils continuent à le faire. On a parlé de Macron. Moi, j'ai parlé de Macron tout à l'heure. Ils continuent à le faire. Ou même de BHL. Ils continuent à le prendre pour des cons. Il faut qu'on leur signifie maintenant, acte à l'appui, que nous ne sommes pas cons. Nous sommes au moins aussi intelligents que eux, voire plus. S'il fallait voir certains détails, voilà. Et nous pouvons nous organiser aussi bien que eux. Et puis, basta. On passe à autre chose. Voilà. J'ai regardé les chiffres là que tu nous as, que la réalisation nous a présentés. Il faut les comprendre. Si tu pars de 16 milliards, moi je t'ai écouté, 16 milliards de dettes dans les années 70. 1960. 1960. Ah, mais c'est encore plus grave. Bon, on va être gentil, on va dire 70. Parce que au lieu de 51 ans, là on a Bon, arrivé à disons, 61 soyons ans. gentils. 70. Mais c'est en 1960. C'est exponentiel, hein. Oui. Bon, alors donc, Parce qu'en 1960, ce n'est qu'on commence à entrer dans les indépendances. on va prendre 70. Parce Oui. que si je prends 60, le chiffre est encore plus gros. Les écarts augmentent. Alors, donc, en fait, quand tu prends de 1970 jusqu'en 2021, comme je l'ai fait, partant de 16 milliards à 365 milliards de dettes pour l'Afrique en dollars, tu comprends que si j'augmente le temps, ça ne peut que s'aggraver. Alors, en fait, ça donne des taux d'intérêt. Si on remboursait constamment avec la loi des intérêts constants, le taux d'intérêt serait de 6,3%. 6,3%. Oui, c'est entre 6,3%. Ça fait beaucoup. Entre 6,3% et 6,4% sur 50 ans, sur 51 ans. Oui, ça fait énorme, énorme, énorme. Et autre chose, c'était affiché 44 milliards à rendre par an. Bon, c'est énorme, c'est énorme. C'est que ça ne collerait pas. Alors pour que ça colle, il faut admettre que depuis le début, donc moi j'ai dit 70, on est d'accord? On est jusque-là en 1970. Voilà, sinon le problème est seulement aggravé, donc restons sur ce que j'ai calculé. On reste sur 6,3%. Voilà. Donc, alors, dans ce cas-là,
il faut que ça colle avec les 44 milliards qu'on rend par an. Ok? Chaque année, tu dois payer tant. Oui. Ça veut dire que, en fait, ce taux d'intérêt là qu'on rembourse par an, c'est des taux qui augmentent chaque année, d'une année à l'autre. 44 milliards par an. Oui, ça veut dire que l'année prochaine, ça sera plus élevé. Les taux d'intérêt. Oui, ça ne fait que s'augmenter. L'année prochaine, ça doit être élevé. Parce que sinon, ça ne collerait pas. Si c'est 44 milliards constants par an, non, on va exploser même la somme 365 milliards qui est affichée. Tu vois? Donc, pour rester dans 365 milliards, ça veut dire que c'était plus faible, ça ne fait qu'augmenter. Donc, à 44 milliards remboursés cette année, l'année prochaine, on va rembourser plus de 44 milliards. C'est ça qui est le plus important. C'est que l'année prochaine, les années qui suivront, on va rembourser encore plus. Donc, si à un moment donné, on veut arrêter, d'autant plus que pendant ça là, nos revenus, eux, n'augmentent pas forcément d'autant. Il y a des pays qui perdent en revenus. Surtout quand on nous impose des guerres, les épidémies et consorts, nous perdons en revenus. Oui. Donc, en réalité, la seule solution, c'est arrêter de discuter. Il n'y a pas de dette. D'abord, la dette profite à qui? Puisque si c'est le FMI, on connaît les États qui sont dedans. La Banque mondiale, c'est pareil. Or, ces États eux-mêmes sont endettés. Donc, in fine, la dette revient à qui? Puisque eux, ces États sont même gravement endettés. Comment nous, on peut rembourser des gens qui sont endettés? Oui, on est dans l'absurde. On est dans l'absurde. Oui. Et finalement, on va tomber sur les 13 familles, quoi. Donc, en fait, finalement, c'est les privés, là. Les 13 familles que tout le monde rembourse. Puisque le FMI, c'est une banque d'État. C'est des États qui sont mis ensemble et mettent leur argent. Même les Africains mettent leur argent là-bas. Il est moindre, c'est tout. Voilà. Donc, la Banque mondiale, c'est pareil. Alors, donc, eux, ils sont endettés. Je me répète, là, exprès. La répétition, là, c'est l'enseignement. À qui on doit cet argent? Donc, à un moment donné, on dit la supercherie a assez duré. Je reprends chez Kanta Diop. Parce qu'ils ont rentré en face des intelligences égales. C'est notre intelligence qui doit s'exprimer. Cette dette n'existe pas. Et quelque chose qui n'existe pas, on ne le rembourse pas. C'est tout. On nie la dette. Il n'y a pas de dette. C'est un non-sens. En maths, quand un problème a un non-sens, on ne le traite pas. Parce qu'avant de traiter un problème, il faut d'abord voir si ça a du sens ou pas. Si ça a du sens, tu traites. Si ça n'a pas du sens, tu poses le stylo. Il n'y a rien à faire. Donc là, c'est un non-sens. C'est un non-existant. C'est une escroquerie qui tient d'un rapport de force. Nous leur nions ce rapport de force, puisque nous combattons. Une fois que la victoire est là, tant qu'on n'est pas victorieux, les gens peuvent tous s'amuser à ce jeu-là. Mais le jour où on est victorieux, point final, c'est fini. On ne paye rien. Rien à payer là-bas. Voilà, point final. Rien à payer. On vous comprend parfaitement, docteur Jean-Paul Mbelek. Je vais me tourner vers vous, Albert Anatola, ici. Qu'attendent aujourd'hui les États africains pour créer ce front uni contre la dette que réclamait à corps et à cri Thomas Sankara et pour décider justement de ne pas payer cette dette, puisque tout le monde est d'accord sur un fait, elle n'existe pas, donc il ne faut pas la payer. Oui, c'est une thématique complexe. Oui. Je voudrais me référer à la conférence à Dakar en 2013 qui est donnée par l'économiste Léonce Ndikoumana, enseignant à l'université de Massachusetts et co-auteur de l'ouvrage La dette odieuse de l'Afrique, comment l'endettement et l'afflux des capitaux ont saigné le continent. Le deuxième auteur de cet ouvrage, c'est James K. Boyce. Eh bien, qu'est-ce qu'il déclare face aux étudiants à Dakar en 2013? Il déclare: l'Afrique n'est endettée vis-à-vis du monde, n'est pas endettée vis-à-vis du monde. L'Afrique n'est pas endettée vis-à-vis du monde. Oui. C'est le monde qui est endetté vis-à-vis de l'Afrique. Et je poursuis, il dit que le mythe de l'endettement a été créé pour le drainage de nos ressources naturelles. Fin de citation. Et quand je dis cela, ça résume en quelques mots, n'est-ce pas, la démonstration qui a été faite par mes précédents companélistes. Je voudrais rappeler qu'en 2001, la dette cumulée des pays du tiers-monde était estimée à 2000 $ américains. Et le continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne, à elle seule, tournait autour de 20% de la même dette. Ce qui est quand même énorme. Calmons. Maintenant, on réactualise un peu, n'est-ce pas, nos statistiques. En 2008, il paraît que dans le jeu, c'est-à-dire le principal
avait été payé. Maintenant, nous étions encore en train de gérer les intérêts. Parce qu'en réalité, la plupart des pays qui ont contracté cette dette, et pas de la dette publique, parce que vous avez la dette privée, vous avez la dette publique. Je parle de la dette publique qui a été contractée dans les pays membres du Club de Paris. Alors, en 2008, pour actualiser dans nos statistiques, nous étions autour de environ 800 milliards de dollars. 800 milliards d'euros pour les pays africains. Je pense, et ce qui est paradoxal, c'est que dans cette affaire d'endettement qui est contractée notamment auprès des pays membres du Club de Paris, vous avez ce que, je crois que c'est Paul qui l'indiquait, vous avez ce qu'il n'a pas voulu, ce que j'appelais la porte tournante. La porte tournante, c'est quoi? C'est que on vous prête $1 pour financer un projet. Oui. Sur le dollar qui vous est prêté pour financer votre projet de construction d'un hôpital, vous avez 25% par exemple qui sont automatiquement prélevés pour retourner à l'entreprise adjudicataire du marché. Ça, c'est automatique, notamment en ce qui concerne les entreprises, pour ce qui concerne notamment les multinationales françaises qui opèrent en Afrique. Ça, il faut le dire. Il faut que les exploitants qui nous suivent le comprennent. C'est-à-dire que chaque fois que Paris vous donne 1 euro pour réaliser un projet, vous avez soit Bolloré, Mirazel et consorts qui prélèvent 25,25% de ça qui repart par d'autres voies, ce que nous appelons les fuites de capitaux. C'est ce qu'on appelle dans la porte tournante, c'est-à-dire que vous avez donc 1 euro qui vous est donné et qui repart déjà, qui est d'abord pensionné. Ensuite, vous avez donc d'autres mécanismes de mauvaise gestion, c'est-à-dire finalement, vous avez pratiquement plus de la moitié d'un euro qui repart et vous avez donc là une dette publique que les contribuables vont payer parce que le gouvernement n'a pas pu gérer, n'a pas fait preuve de bonne gestion. Vous avez également, de l'autre côté, vous avez les pays membres du Club de Londres. Là, ça c'est la dette extérieure privée. Là, ça pose quand même un problème parce que très souvent, là-bas, les statistiques ne sont pas très fiables. Donc, je préfère ne pas les donner parce qu'il y en a même qui ne connaissent pas véritablement le montant de cette dette. Vous avez d'autres dettes qui a été contractée par les pays non membres du Club du Paris ou de Londres, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, entre autres. Hein. Oui. Donc, alors, pour revenir à l'essentiel de la thématique, est-ce que cette dette doit être payée? Lorsque vous faites, parce que nous allons procéder par une analyse comparative. Lorsque vous regardez dans le contexte africain, notamment pour ce qui concerne les pays qui ont vécu la traite négrière, l'esclavage et la colonisation. Tout à l'heure, Paul a indiqué fort opportunément que vous avez des gens qui ont construit pour leur propre compte des infrastructures socio-économiques, c'est-à-dire les éléphants blancs pour la plupart des ponts qui servaient à écouler leurs matières premières, les hôpitaux, les écoles. Eh bien, quand ils partent, non seulement ils ont détruit ces infrastructures socio-économiques, c'est le cas de la France, qui a détruit pratiquement toutes les infrastructures socio-économiques qu'elle avait trouvées, ou bien qu'elle a construites. Encore qu'elle n'a même pas construit, elle n'a construit aucune infrastructure socio-économique, en tout cas dans le contexte camerounais. Les infrastructures socio-économiques dont nous avons encore... Vous n'êtes pas sûr que c'est le cas également sur le continent africain? Moi, je parle du contexte camerounais que je connais. Oui. Alors, dans le cas des infrastructures socio-économiques qui ont été trouvées, que la France a trouvé, c'était le fait des Allemands. Et la France, en partant, a détruit ces infrastructures socio-économiques. Il faut que les gens le sachent. Mais vous demandez aux Africains de payer cette dette-là, qui a contribué à construire ces infrastructures socio-économiques, qui ont été détruites. Et qui étaient pour vos seuls intérêts. Et qui étaient pour leurs intérêts, ça pose quand même un problème. Non seulement un problème moral, mais également un problème même de non-honnêteté intellectuelle. Maintenant, vous avez également la main-d'œuvre, c'est-à-dire qui était utilisée comme sur l'aspect de la servitude. Est-ce que cette main-d'œuvre a été dédommagée? C'est-à-dire qui était utilisée comme des forçats, voilà, c'est le terme.
C'est-à-dire qui construisait les chemins de fer, par exemple, les ponts, parce qu'on ne peut pas compter le nombre de morts qui dans le cadre de ces projets, qui construisaient les ponts, qui construisaient les chemins de fer. Est-ce que cette main d'œuvre... S'il faut évaluer ça. S'il faut évaluer cela, je pense que ça dépasse de très très loin leurs chiffres. Donc, ce qui nous amène donc à dire qu'il s'agit là d'une grosse arnaque, d'une grosse escroquerie, à la fois intellectuelle, financière et économique. Je voudrais également dire que c'est vrai même qu'on a été poussé à dire les Africains du manière générale, à travers les révolutionnaires comme Thomas Isidore Sankara, avaient proposé justement qu'il y ait une sorte de front commun contre le paiement de ces dettes. Naturellement, lui, il avait même prophétisé que si le Burkina Faso s'engage seul dans cette révolution, dans cette perspective, il n'est pas sûr qu'il sera présent à la prochaine conférence. Et ce fut le cas. Ce fut justement le cas. Et qui a été, n'est-ce pas, le commanditaire de cette affaire, c'est Paris et l'exécutant au Fort Boigny, bien évidemment. Il le disait d'ailleurs dans cet élément. Hein. Ah bon. Donc moi je pense donc que pour les éléments que nous mettons sur la table, notamment l'esclavage, parce que c'était une main-d'œuvre qui a été maltraitée, d'autres sont décédés, parce que moi je connais pour ce qui concerne par exemple le chemin de fer, la construction du chemin de fer du Cameroun, qui passait dans la Seine-Maritime, il y a beaucoup de Camerounais qui sont morts là-dedans. Eh bien, on ne peut pas la payer. Non seulement on ne peut pas la payer pour cette raison, la seconde raison, c'est que lorsque les Français, en tout cas c'est que l'on parle, notamment pour ce qui concerne les Français, ils détruisent ces infrastructures. Ils les détruisent parce que ça ne devrait pas profiter. Ils n'étaient pas là pour ça. La preuve, c'est que De Gaulle, lorsqu'il part, lorsqu'il arrive sur le continent africain, notamment au Cameroun et à Brazzaville, il prend 2 engagements qui ne sont jamais respectés. Le premier engagement, c'était la coopération. Maintenant, on nous impose le développement à travers un changement de paradigme. Un développement qui ne cadre pas avec nos réalités, c'est-à-dire notre culture, notre environnement. Bref, c'est ça qui est imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et il faut également mettre sur la table la question qui a été soulevée tout à l'heure par Paul, notamment pour ce qui concerne les plans d'ajustement structurel, qui ont eu pour effet non seulement de déstructurer notre économie, les économies africaines pour la plupart, mais également de détruire et démanteler les véritables entreprises qui étaient porteuses de l'émergence économique de l'Afrique. Non seulement ces entreprises ont été démantelées, détruites, mais également il y a un tribut social qui n'est pas très souvent mis sur la table, du fait des plans d'ajustement structurel. Avec le corollaire, n'est-ce pas, les compressions du personnel, les mises en congé, la peu d'emploi, les coupes drastiques des salaires, les dissociations familiales, parce que cette situation a eu pour conséquence, Paul est là, de séparer les familles. C'est-à-dire, vous avez un parent qui se retrouve en chômage, qui n'a plus d'emploi, les enfants commencent à se prostituer, la femme divorce et va ailleurs. Donc, d'autres, pour les plus faibles, ils sont décédés, ils sont de sur terre. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour payer justement cette facture-là? Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Africains les plus sérieux doivent pouvoir comprendre une chose. En fait, s'il y a quelqu'un, et là je rejoins justement l'énoncé, je veux dire la proposition et l'argumentaire de Léon Sendikoumana que j'ai convoqué tout à l'heure, ça dit qu'il faut payer ces dettes parce que l'Afrique ne doit rien à personne. Bien au contraire, ce sont eux qui nous doivent beaucoup d'argent, d'abord du fait de la traite négrière, de la colonisation, du néocolonialisme et puis de l'exploitation de nos ressources minières, de nos ressources naturelles, tant pour moi, puisque, bien évidemment, l'exploitation de ces ressources a naturellement des conséquences à la fois humaines et environnementales. Merci Albert Anatola ici pour ces explications. Je vais aller terre à terre, monsieur. Je vais accorder 3 minutes à chacun d'entre vous avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Paul est là pour me faire comprendre justement nos téléspectateurs, même le plus lambda d'ailleurs qui nous suit ce matin. À qui emprunte-t-on de l'argent? Parce qu'on a l'impression, parce que quelqu'un est en train de m'écrire actuellement, il dit, on a l'impression que tous les États du monde ont des dettes. Tous les États du monde ont des dettes. Mais à qui ces États empruntent-ils de l'argent? Alors, top chrono, 3 minutes, je vais essayer. Alors, tous les États du monde ont des dettes, c'est vrai. Mais j'ai dit tout à l'heure, en commençant, la problématique n'est pas tellement la dette en elle-même. C'est l'origine et les conditionnalités. Donc, que ce téléspectateur ou d'autres comprennent ça. C'est l'origine et les conditions de la dette. Alors, à qui on emprunte? Il y a plusieurs types de dettes. Puisque là, il s'agit de la dette publique,
Il s'agit de la dette publique. Il y a plusieurs types de dettes. La dette publique peut être multilatérale. Elle peut être multilatérale. Quand elle est multilatérale, en fait, c'est les institutions en général, les institutions financières, notamment de Bretton Woods, ça veut dire le FMI, la Banque mondiale, la Fed. Voilà. Le club de Paris, le club de Londres. Non, le club de Paris, le club de Londres, c'est les investisseurs privés, on les classe dans les investisseurs Mais privés. eux aussi, ils empruntent également. Alors, donc, vous avez la dette multinationale, multilatérale, pardon. Ça, c'est la constitution de la dette publique. La dette multilatérale, en général, c'est les institutions internationales financières. Vous avez ensuite la dette bilatérale. La dette bilatérale, c'est de pays à pays. C'est-à-dire que le Cameroun emprunte à la Chine, le Cameroun emprunte à la France, de pays à pays, bilatéral. Et vous avez donc la dette des investisseurs privés. Et Club de Paris, Club de Rome, tous ces clubs-là, qui en réalité sont des créanciers constitués de façon informelle. Hein. Par exemple, le Club de Paris a été créé en 1956, mais ce n'est pas, je veux dire, vous n'allez pas voir un bâtiment quelque part écrit Club de Paris. En fait, c'est des gens que vous allez rencontrer pour le rééchelonnement ou la restructuration de votre dette. Et ils vous reçoivent et ils discutent avec vous de comment rééchelonner votre dette. Donc, en réalité, les emprunteurs sont divers. Soit c'est des institutions, soit c'est des privés. Mais en tout cas, j'espère que je réponds à ça peut également être des individus, comme par exemple les 13 familles. Absolument. En réalité, un État a la liberté d'emprunter là où il veut. Oui. En fonction de l'organisation et de la structuration de sa politique budgétaire et du service de la dette qu'il souhaite. D'accord? Donc, vous avez donc la dette publique, mais vous avez la dette publique qui se répartit en deux types de dettes également. Une autre structuration qui est la dette extérieure, c'est celle dont on a parlé précisément, et la dette intérieure. Et la dette intérieure, c'est tout simplement quand l'État doit de l'argent aux opérateurs économiques locaux, aux entreprises, ainsi de suite. Donc, voilà les deux types de dettes. Ou encore, il y a encore ce qu'on appelle la dette souveraine. La dette souveraine, c'est tout ce que l'État contracte directement de son propre chef. Par exemple, quand l'État fait des emprunts obligataires, ça fait partie de la dette souveraine. C'est-à-dire que l'État a décidé, contrairement aux emprunts individuels qui sont les emprunts bancaires ou des fonds d'investissement, voilà, il demandait à qui l'emprunt, parmi les investisseurs privés, il y a également les fonds d'investissement. Donc, vous avez donc parfois donc, les États qui, en marge donc de tous les éléments qu'on a cités pour la dette publique, a également une dette intérieure qui, voilà. Mais là, je pense que quand on parle de est-ce qu'il faut payer, on parle principalement de la dette extérieure. Donc, de la dette publique, mais la partie extérieure. Parce qu'il s'agit des fonds d'investissement étrangers, il s'agit de la Banque mondiale, du FMI, il s'agit du Club de Paris, ainsi de suite. Ainsi de suite. Docteur Jean-Paul Bellec, jusqu'à preuve de contraire, beaucoup d'Africains pensent que ces dettes ont toujours appauvri l'Afrique et continuent justement d'appauvrir l'Afrique. Et c'est un élément déclencheur, en tout cas, des problèmes qui minent le continent africain. J'ai été clair, je dis, hein, oui. L'émission là qu'on fait ce matin, on aurait pu la développer sur la partie solution combat. Oui. Parce que c'est que les dettes, il n'y a pas de dette. C'est simple. Bon, maintenant, moi, j'invite les gens à lire Monnaie et Servitude. Servitude de Tchungyang Poemi. Et puis, il y a aussi la thèse de Osenda Fana. Voilà, pour citer que cela. Les livres les ouvrages de Samir Amin, l'Égyptien. Et aussi l'émission qui passe actuellement sur DBS. Quand même, on n'est pas sur le plateau DBS. Elle est beaucoup plus claire que tout ce qu'on peut dire ici. Parce que, par exemple, dans le cas du Cameroun, merci 3A de revenir toujours sur ton collègue Ella et de ne pas citer, alors que je suis sur le même plateau que toi. Je dis des choses ici. Tu as déjà cherché un auteur lointain, mais tu cites toujours Paul Ella plusieurs fois. Non, mais la connivence là, vous savez, hein. est visible. Mais bon, les téléspectateurs, on est là pour les édifier, comprennent par eux-mêmes. Ceci dit, dans l'émission là, il parle bien de la dette du Cameroun qui a été multipliée par 9. Depuis les années 80, multipliée par 9. Et ils expliquent d'où elle provient, les éléphants blancs. Je résume. Donnons un terme simple qui va être résumé. Les éléphants blancs, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, il t'amène un projet qui est trompeur, mais en fait tu es perdant à la fin. Bon, résumons ça, éléphant blanc. Ok. Voilà. Alors, donc, c'est simple. Notre problème actuellement, c'est que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas gagné notre guerre de libération totale.
Donc, on peut pas être ces bêtises-là. Pendant que le temps passe, bon, on essaie de se débrouiller comme on peut, on paye ce qu'on peut, Bref, jonglons au maximum. Parce que, in fine, dès qu'on est libre, comme les Russes l'ont fait en 1917, on déclare nul et non avenu. Et comme, par contre, moi, je cite 3 ans. Il a dit quelque chose d'important, dès le début de son propos. C'est quoi? C'est que, in fine, c'est eux qui nous doivent quelque chose. Et nous, on peut le prouver facilement. Et je l'ai déjà dit ici, moi aussi, que si on faisait l'addition que je n'ai pas faite, ces pays-là sont ruinés à vie. Ils ne pourront plus jamais se relever. Je cite en particulier la France, les États-Unis, tous les pays occidentaux là, qui ont pratiqué l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Donc, pour moi, c'est simple. Tu as dit 3 minutes, je m'arrête là. Nous sommes obligés, Oui. parce qu'on n'a pas le choix, mais dès qu'on a le choix, non seulement on n'a rien à payer, mais eux, ils nous doivent en retour beaucoup de choses. J'ai également vérifié. C'est tous ceux qui oppriment l'Afrique. Hein. Tous ceux qui oppriment l'Afrique. J'ai également vérifié, ce sont bien les banques commerciales qui sont chargées des réserves fractionnaires. Oui, mais c'est pas eux qui les émettent. Voilà. Parce qu'ils ne fabriquent pas la monnaie. Parce que le système économique fonctionne par la création de monnaie et par des banques commerciales. Mais ils ne fabriquent pas la monnaie. Ils sont dans le but de satisfaire aux besoins de financement de l'économie et ils sont chargés justement des réserves. Il faut le dire. Ils ne les fabriquent pas. Ils ne les fabriquent pas. Il fallait que je puisse quand même être... Bon, tout le monde peut donc vérifier. Juste pour... Messieurs, on n'est pas là pour... On est là justement pour permettre aux téléspectateurs de nous comprendre ce matin. Albert Anatole, ici, comme le déclarait d'ailleurs le docteur Jean-Paul Melek, il n'y a pas de dette, donc on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Dès lors où l'Afrique va se libérer entièrement et totalement de ceux-là qui passent la majeure partie du temps à la gêner, eh bien on dira haut et fort qu'elle est effacée. Je voudrais ici déjà donner le chiffre de la dette même n'est-ce pas, de cheval de Troie, oui, qui vient constamment sur le continent africain nous donner des leçons. La France pèse 2500 milliards d'euros de dette publique. Près de 120% de son PIB. Ça, c'est important aussi. Oui. 2500 milliards d'euros, c'est quand même énorme. Donc, et vous dites que ce pays-là peut aider l'Afrique à se développer, ça veut dire que c'est quand la fait de parler, ils ont un problème. Donc, maintenant, alors, c'est important, il faut le dire. Donc ça signifie que ceux qui sont allés lors des économies, de ce sommet pour le financement des économies africaines, ils ont un gros problème. Ils sont des blagueurs. Ils ont un très gros problème. C'est un pays qui compte 2500 milliards de dettes. 2500 milliards d'euros, il faut bien le dire. Oui. Au 3A, je te reprends là. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Tu l'as dit. Ok. Mais tu l'as dit. Non, mais ne me cite pas. Ne me cite pas. Disons que je pense que... On est ensemble normalement. On est ensemble. Oui, il faut absolument... La conclusion, c'est qu'il l'Afrique n'a rien à payer. Oui. Pour les raisons que nous avons citées ici. Et qui peut porter dans ce projet de refus de payer ses dettes? Il n'y a que les révolutionnaires. Il n'y a que les révolutionnaires parce que les dirigeants actuels ne peuvent pas prendre je veux dire, ils ne peuvent pas avoir le courage de prendre cette initiative. Il n'y a que des révolutionnaires, il n'y a que des panafricanistes pour le faire. C'est de dire, écoutez, c'est nous qui avons une ardoise à vous remettre. C'est vous qui nous devez quelque chose. D'abord, vous pillez nos ressources sans contrepartie. Deuxième chose, nous n'avons pas liquidé le contentieux historique, c'est-à-dire la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. Et encore que la plupart des projets, c'est-à-dire que vous revendiquez avoir implémenté chez nous, c'est-à-dire les infrastructures socio-économiques que j'ai évoquées tantôt, qui n'existent pas, qui n'existent plus. Voilà. Puisqu'ils les ont détruites en partant pour la plupart. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc c'est encore c'est quand bien elles existeraient, elles ont été fabriquées avec quelle main d'œuvre? Voilà, c'est avec la main d'œuvre locale qui a été maltraitée. Que pensez-vous donc de ces personnes qui déclarent que la dette française est couverte justement par les réserves des sous-sols africains? Absolument, c'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'énonçais, je convoquais Léonce Ndikoumana, qui justement indiquait que l'Afrique ne doit rien au monde. C'est plutôt le monde qui a été vis-à-vis de l'Afrique. Et que le mythe de la dette est créé par le drainage de nos ressources naturelles. C'est ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'en fait, ils pillent nos ressources. Comment comprendre, messieurs, il faut bien qu'on approfondisse la question, comment comprendre justement que la dette française soit couverte par les réserves du sous-sol africain? Mais il n'y a pas, mais pas que. Mais puisque le franc CFA, pourquoi est-ce qu'il veut... Finalement, la France est partout? Mais elle est partout, puisqu'elle ne vit que de ça. Mais attendez. L'économie africaine, les économies africaines d'une manière générale sont parasitées par le trésor français. Ça, tout le monde le sait.
Et la France est un parasite, ça il faut le dire. Pourquoi est-ce que pendant qu'on y est, à qui la France doit sa place de membre de membre permanent au Conseil de sécurité? À l'Afrique et aux 14 pays africains. À qui la France doit-elle, n'est-ce pas, son droit de veto au Conseil de sécurité? À l'Afrique. Alors, vous voyez donc que tout ceci pour signifier cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ici, nous sortons de cette servitude à la fois monétaire, économique, et bien vous serez très surpris de la dégringolade que la plupart des États européens et occidentaux vont subir au premier chef de la France. Steve, oui, tu as demandé d'aller un peu plus en profondeur. En fait, s'il faut retenir une chose, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas, mais en tout cas, l'une des choses qu'il faut retenir, puisqu'on est là pour les téléspectateurs, c'est que par rapport à ce que Triple A disait, tu demandais un peu plus de précision, et par rapport à la France qui couvre sa dette avec les ressources. Le sous-sol africain. Tu l'as tellement bien dit. Parce que moi, je l'ai peut-être dit avec des termes moins concrets. Oui. La prétendue richesse, que les gens le comprennent bien, la prétendue richesse de l'Occident, l'éphémère richesse et opulence de l'Occident est basée sur une économie spéculative. L'économie spéculative est différente de l'économie réelle. Parce que l'économie réelle, c'est ce que nous avons. On a des matières premières, on a tout ce qu'il... Enfin, l'économie réelle, c'est des biens. Des biens palpables. Alors que la spéculation, et c'est pour ça qu'on a fait ce que les Occidentaux, notamment les États-Unis, ont fait sauter le verrou de l'étalon or. Parce que l'étalon or contraignait à ce qu'on se limite à un niveau de création monétaire parce qu'il fallait toujours l'équivalent en or. En réserve. Maintenant, quand on fait sauter ce verrou-là et que on passe en 1971 au système de taux de change flottant, ça ouvre les vannes du crédit et en réalité, il n'y a plus de limite. Quand il n'y a plus de limite et qu'on crée de l'argent ex nihilo, d'accord, il faut une contrepartie. Et cette contrepartie, donc, c'est quoi? C'est les pays destinataires de cette dette qui ont justement des ressources du sol et du sous-sol dont l'activité économique de ces pays destinataires de cette dette-là va transformer cet argent créé de façon spéculative en argent qui correspond à une économie réelle. Et quand on va leur rembourser, en réalité, ça soutient leurs économies. C'était juste pour rappeler ça et dire que, justement, la formule que tu as utilisée, c'est-à-dire que c'est la France, j'ai bien aimé ma formule, mais la France, en fait, couvre sa dette avec les sous-sols africains. Ça traduit ce que j'ai dit là. On passe du spéculatif au réel par le truchement de la dette qu'on impose à des victimes que sont les pays africains. Eh bien, les pays africains sont victimes, mais pour l'heure, jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre d'ailleurs d'experts et surtout sans oublier le docteur Jean-Paul Bellec, elle n'existe pas cette dette, donc il ne faut pas la payer. Permettez-moi, messieurs, de lire les messages de nos téléspectateurs, ils sont très nombreux d'ailleurs ce matin. Bonjour DBS, je ne sais pas si vous allez parler du sujet sur le Mali ce matin, mais la France essaie par tous les moyens d'imposer un homme politique malien qui sera acquis à sa cause. Puisque France 24 parle d'un certain Choguel Maïga, la CEDEAO est une institution aux ordres de Paris. Nous le savons pertinemment et nous reviendrons justement sur le sujet du Mali forcément demain lorsqu'il sera justement 7h40 pour parler justement du débat. Bonjour Steve, demande au Mali de se joindre à la zone CEMAC qu'ils cherchent à trouver leur monnaie. Tout ça, c'est Ouattara le méchant, le plus méchant de l'Afrique. Oui, Macron veut la tête de Touadéra. On le sait tous. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin, même si vous n'avez pas laissé votre nom. Bonjour et bienvenue à notre illustre panafricain, Monsieur Polela, qui nous a beaucoup manqué. Parlant de la dette en principe, l'Afrique ne doit à personne. C'est plutôt la France et ses faux alliés qui doivent énormément à l'Afrique. Cette personne ne nous a pas laissé son numéro de téléphone ce matin. On espère justement qu'il nous écrira plus tard. Bonjour le plateau panafricain, que Dieu vous illumine pour cette mission sacrée d'éveiller le continent africain. Chaque Africain doit se poser cette question chaque jour. À quand la dette de l'esclavage des Occidentaux en Afrique? À quand la dette de la colonisation avec cette fameuse conférence de Berlin qui a déchiré l'Afrique dans toutes ses formes? À quand même la restitution des ressources minières et objets sacrés volés en Afrique? À la réponse de ces trois questions, ce sont, on peut évaluer ce que les Occidentaux appellent dette. La France et ses complices impérialistes n'ont pas honte. L'Afrique n'a pas de dette à payer, comme le souligne Thomas Sankara. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo ce matin.
Bonjour, un ministre de l'économie et des finances camerounais des années 90 avait osé dire à Mondovision à la CRTV que le Cameroun avait 6 000 milliards de francs dans le trésor français et qu'il était absurde de parler de dette par rapport à la France ou de traiter le Cameroun de pays pauvre. Il fut démis de ses fonctions quelques jours plus tard. Allez donc comprendre à quel jeu se livrent les dirigeants africains avec les bailleurs de fonds et les impérialistes. La dette est un mensonge public que la France, l'Angleterre, les États-Unis et bien d'autres, sans oublier la communauté internationale, remboursent à l'Afrique ce qu'elles lui doivent. L'Afrique a créé et développé ces pays pauvres et trop endettés. C'est Ewoni Cyril qui nous écrit même d'ici à, il même ici à Douala, au Cameroun, ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, ainsi qu'à ce riche panel qui ne cesse jour après jour de nous édifier. Dette africaine, les pays africains doivent-ils la payer? Ça alors? De quelle dette parle-t-on? L'Afrique ne s'est pas assez sacrifiée pour l'Occident durant la traite négrière, la colonisation. Qui va payer pour tous nos ancêtres et qui se sont sacrifiés durant les 2 guerres mondiales aux côtés de l'Occident? À combien doit s'élever la dette que l'Occident doit à l'Afrique pour toutes ces âmes perdues, à part si ces Occidentaux ne nous considèrent pas comme étant des êtres humains comme eux? Cette fois disante dette que l'Occident réclame à l'Afrique est une pure arnaque pour continuer de maintenir l'Afrique dans son état d'asservissement. L'Occident ne sait que faire cela de la prédation et je considère cet Occident occidental comme des parasites qui ne vivent qu'aux dépens de leur hôte qu'est l'Afrique et c'est à nous Africains de prendre désormais conscience afin de nous débarrasser de ce qui nous gêne. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun ce matin. Bonjour, le panel des Africains sont les descendants de Canaan, fils de Cham, maudit pour avoir ri de la nudité de Noé, son père. En d'autres termes, les Africains souffriront jusqu'à la fin du temps. Ils ne peuvent rembourser leurs dettes car ils recortent ce qu'ils ont semé. Moulium Emmanuel de Bomonoba Mengue de Douala, courage. Je pense que vous avez tort, hein, monsieur Moulium Emmanuel depuis Bomonoba Mengue. Il faut également préciser dans votre Bible qu'il y a 2 autres enfants qui viennent justement de Noé. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Afrique est maudite. Allez savoir justement ce que vous dites. Bonjour à tout le monde, en particulier à vous, Mohamedou Bachirou. Moi, c'est Abali Abaïcho depuis Maroua. À propos de ce débat, je dis haut et fort, tout financement occidental en Afrique est en intérêt occidental. Bref, cette dette n'existe pas. On est payé, on ne paye absolument rien. Et on ne doit rien à l'Occident. Plutôt, c'est de l'exploitation. D'ailleurs, on veut même plus de la monnaie occidentale. On ne veut plus de la monnaie occidentale. Je pense que c'est ce qu'il voulait nous dire ce matin. Ce débat où on passe la majeure partie du temps à déclarer que Cham, le fils de Noé, a été maudit et on oublie que ce monsieur a eu 2 autres enfants. Allez savoir justement ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. Bonjour Steve, bonjour le panel, je vous dis merci pour l'éveil matinal. Au sujet du jour, vient encore clouer le bec du coq qui agite ses ergots dans tous les sens. Longue vie à vous et à l'émission, que Dieu vous garde. C'est Brian qui nous écrit depuis Ngodi ce matin. Steve, avec cette connerie de dette, pensez-vous qu'on va se développer comment? Qu'on arrête cette mascarade au plus vite car c'est un rouleau d'étranglement, un goulot d'étranglement créé par les 13 familles et leurs agents. C'est Brian de Ngodi qui nous a écrit ce matin. Quelqu'un qui nous envoie une vidéo, on la regardera plus tard. Bonjour Monsieur Ngoss ainsi que les panélistes qui prêtent de l'argent à l'Afrique. Merci beaucoup, bonne journée. Eboakal depuis la frontière du Mali, précisément au Burkina Faso. C'est Eboakal qui nous a écrit. Je pense qu'on a répondu à cette question, à savoir qui prête de l'argent justement à l'Afrique. Cette question a été répondue. Bonjour Monsieur Ngoss et à tous vos invités. Si j'aimerais prendre une image simple pour donner mon avis sur la question. Je choisis d'aider une entreprise avec des biens pour qu'elle puisse se relever et faire du bénéfice. Le but est qu'elle puisse me rembourser uniquement quand elle va décoller. Mais depuis des années, il n'y a que des détournements, querelles internes, enrichissements exagérés, etc. Logiquement, je ne m'investirai plus car je perds des biens, tout simplement. Il n'y a pas d'avenir dans un contexte pareil. Par ailleurs, si je continue d'investir dans cette entreprise, mais cela veut dire que cette corruption m'est bénéfique d'une façon ou d'une autre. D'où justement la question de se demander qu'avec tous ces financements ou ces aides détournées par certains corrompus africains, qu'est-ce qui peut bien retenir le Fonds monétaire international et autres à toujours aider les pays africains si ce n'est que cette instabilité leur est bénéfique sur d'autres secteurs, dont la dette est un moyen d'imposer sa politique pour contrôler l'avenir des Africains. C'est tout simplement du banditisme philanthropique. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse, qui nous donne d'ailleurs une très belle image là, hein, pour les là.
Bien dit. Salut le plateau, juste vous dire que vous faites un bon travail, continuez ainsi pour réveiller les consciences. J'aimerais que vous m'intégriez dans le groupe WhatsApp, si elle existe encore, il existe le groupe, mais on va faire un nouveau, parce que celui-là est plein. C'est Nini depuis Kapewa au Togo qui nous a écrit ce matin. Comment pouvons-nous emprunter de l'argent pourtant le bois pour le fabriquer n'est pas fini dans la forêt. Notre sol et sous-sol sont très riches. Nos dirigeants africains doivent remettre en place le système Kadhafi en ce qui concerne le dinar. Julio qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale, ce matin. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngos, très bonne thématique. Monsieur Ngos, le plan Marshall n'avait pas pour but la reconstruction de l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall est la mise en exécution d'une implémentation de l'Union européenne sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Monsieur il a oublié d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi l'Union soviétique l'avait refusé. Merci et bonne continuation. Monsieur Ngos, et nos objets d'art dans les musées européens, qui reçoit l'argent? Vous posez bien sûr une très belle question. Ça, il faut le dire également. Cette personne ne nous laisse pas son nom, à tous les coups d'ailleurs. Merci de nous avoir écrit depuis, je pense, l'Allemagne. Bonjour mes frères panafricanistes, j'espère que les émissions sont enregistrées sur les supports à publier en vernaculaire les plus parlés en Afrique au moment opportun. Préparez les documents qui déclarent l'ajustement structurel comme génocide. Non seulement nous ne devons rien payer, mais ils doivent nous payer. Bon début de semaine. N'attendons jamais ces revendications d'un dirigeant africain. C'est la révolution qui peut, avec un Français terre à terre, faites un document qu'on doit ventiler dans les associations et organisations villageoises. C'est Béled qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour Dibia, s'il vous plaît, je voudrais partager avec vous l'arnaque dont j'ai été victime. Non, ce n'est pas le bon endroit pour ça. Bonjour le plateau, le professeur Mbelek a raison, nous n'avons aucune dette vers ces pays, aucune dette à payer. Bon début de semaine à vous, Daniel de Sikakao, ce matin. Kagame est programmé pour être tué par la France comme M. Idriss Déby. Macron dit nous devons mieux serrer les coudes encore entre Africains. C'est Bertrand qui nous a écrit. On vous comprend également. Bonjour Aboubacar depuis le Togo. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous Aboubacar depuis le Togo. Bonjour Steve. Je souhaite beaucoup de courage. Le combat prend forme et bientôt la masse critique nécessaire à la libération sera atteinte. Bravo à tous les panélistes. Je suis fier de vous et de l'Afrique. André Assobondio depuis la Belgique ce matin. Bonjour au panel, je réitère que vous veuillez aussi nous faire vivre vos discussions avec tous les liens. Steve, tous les liens, on est en train de penser à cela, d'autres liens en tout cas, hors Facebook et hors YouTube. Nous imaginons justement le faire dans les jours à venir. Quel idiot ce Moulium ou Moulium, encore un abruti sur notre chemin de libération, qu'il aille au diable avec ses réflexions sur Cham. Assou Laurent qui nous a écrit non, point d'insulte, entre nous sommes africains, devons-nous serrer les coudes et être encore plus forts. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer, nous ne sommes pas là pour nous diviser, ni nous insulter les uns les autres. Chacun d'ailleurs, d'entre nous, a son droit d'avoir son opinion. Elle peut être peut-être maladroite, mais nous devons justement avoir des opinions. C'est normal dans une discussion. Bonjour, on traite les pays africains de très endettés alors que cette dette ne représente que 25% de son PIB, contrairement aux 120% des pays européens. Questions qui sont donc les très endettés. Mouna Martial depuis le Goubessou qui nous a également écrit ce matin. Quelqu'un qui nous a écrit bonjour DBS, bonjour à vous également. Merci de nous avoir écrit ce matin. Messieurs, plus que 9 minutes pour sortir de cette édition. Docteur Jean-Paul Bellet, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment qu'on n'a rien à payer à l'Occident ni à la France? Bon, premièrement, je répète, je dis une chose, oui. Que ce soit clair. Moi, je suis concret, je suis physicien, c'est mon travail. Oui. Physique, il y a le mot physique, non? Oui. Quand je parlais des réserves fractionnelles, je joue pas sur les mots. Et la langue française, c'est pas ma langue. Oui. Je suis ni francophone, ni anglophone. Je suis on vous comprend. africanophone. Je parle de ce qui crée la monnaie. Oui. La monnaie créée par certaines banques centrales. Et la BEAC ne peut pas créer quoi que ce soit, en réserve fractionnaire ou autre. Voilà, parce que le fractionnaire, c'est juste multiplier la fraction. Et j'ai dit le rapport est minimum de 100. En tout cas, pour eux, jusqu'à preuve de contraire, ils pensent non, que je veux dire que le jouer sur les mots qui ont en des disant... fractionnaires. Non, bien sûr, ils vont finir par les stocker, mais c'est pas eux qui fabriquent. Regarde, derrière toi, là. On a une banque centrale, la Banque centrale européenne, c'est eux qui créent la monnaie. C'est de ça que moi je parle. Parce que moi, je suis physicien concret. Je suis pas dans les mots. Qui crée la monnaie? Ça sort de quel endroit? C'est de ça que moi je parle. Bon, ça c'est pour éviter la confusion. Bon, maintenant, effectivement, le fond de ce débat, ce n'est pas de dire c'est quoi la dette. La dette, on te dit que tu dois quelque chose. Oui.
l'origine de la dette. Nous savons que c'est de l'arnaque. L'origine de ce débat, c'est de dire que nous ne la payons pas. En fait, l'Europe, il fallait apporter les arguments et les stratégies. Enfin, on les donne jamais totalement aussi. On est d'accord. Justement, on est d'accord. Ils ont un début de réflexion, Mais... pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir. Ouais. Parce qu'in fine, nous la payons. En fait, nous ne payerons rien. On n'a rien à payer. Et il faut seulement qu'on sache que c'est conditionné par notre liberté. Donc, le plus on est libre, le plus tôt ces choses qui n'ont pas de sens s'arrêteront pour nous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. C'est une question de liberté. Une question de liberté. Voilà, pour vous également, pour les là, c'est une question de liberté à tout prix. Écoutez, quand vous devez, vous êtes contraint. À partir du moment où vous êtes contraint, vous n'êtes pas libre. Et donc, si on considère à juste titre, avec tout ce qui a été démontré ici, que nous n'avons pas de dette à payer et que c'est nous qui sommes créanciers de ceux qui prétendent être... Donc, finalement, c'est à eux à payer, de payer. Absolument. Et donc, en réalité, la dette, c'est une contrainte. La définition de la dette... Qui doit donc réclamer finalement la dette que les pays du monde entier doivent à l'Afrique? La définition de la dette déjà a trait à l'obligation. C'était juste pour dire pourquoi, en réalité, liberté rime avec refus de payer. Oui. Parce que déjà, ça ne correspond à rien. Et donc, tu as demandé qui doit... Finalement, qui doit payer la dette africaine? Puisque c'est... Bon, je dis, c'est le monde qui doit à l'Afrique. Maintenant, qui doit réclamer justement cette dette? Les Africains. Alors, faisons simple. Faisons simple. Oui. En comptabilité, vous savez comment ça se passe, non? Il y a l'actif et il y a le passif. Le passif, oui. Alors, quand il y a un surplus du côté on va dire, de l'actif, oui. On va dire que, disons, débit-crédit, selon le côté qui est supérieur, on va dire que le compte est créditeur ou débiteur. Alors, quand on fait donc le solde de tout compte, par rapport à ce qu'ils prétendent qu'on leur doit, mais qui est virtuel et qui en réalité est démontable. Inexistant. Qui est inexistant. Et ça, c'est démontrable. Oui. C'est à plusieurs niveaux. Premièrement, on peut démontrer, et j'ai commencé, j'ai essayé, on peut démontrer qu'il n'y a pas de dette. Première chose. Ça, c'est la première chose. Puisqu'elle émane du virtuel pour venir s'arrimer au réel dans notre contexte. C'est de l'arnaque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même on prendrait cette dette comme telle, oui, en considérant qu'elle existe. Quand on va considérer de notre part ce que nous réclamons, d'accord, et ce qui en réalité est dû depuis au moins l'esclavage jusqu'à ce jour, mais je crois que ce qu'ils considèrent comme ce qu'on leur doit ne sera même pas le milliardième de ce qu'ils nous doivent. Donc, pris ces deux ensemble, on comprend très bien que s'il y a quelqu'un qui doit payer, ce sont eux. Et qui doit le revendiquer? Évidemment, c'est nous. C'est à nous, non seulement de le revendiquer, de le dénoncer comme on le fait ici, parce que pendant qu'on parle, il y a des gens qui n'étaient pas au courant, qui ne savaient pas. La preuve, on a des messages, les gens disent merci parce qu'on est édifiés. C'est ça le travail de conscientisation. Mais en plus, après, il faudra s'organiser pour... Ce n'est pas ici qu'on va dire exactement tous les détails. Oui, mais en oui. réalité, il faut s'organiser pour réclamer, revendiquer, exiger que ce qui nous est dû nous soit retourné. Et on verra bien qui doit à l'autre. Et il faudrait aujourd'hui que ça commence aujourd'hui, Albert Anatola, ici. Que les Africains s'unissent pour réclamer à corps et à cri. Ce qui pose problème avec leur soi-disant dette, c'est qu'elle est conditionnée par les concepts de démocratie. Oui. Ce n'est pas par les concepts de respect des droits de l'homme, par les concepts de bonne gouvernance, par les concepts bidons en tout cas, qui ne sont pas adaptés à notre environnement. Oui. Et puis, également, c'est conditionné par le fait, comme je l'indiquais tantôt, vous avez l'Agence française de développement qui octroie 500 milliards de francs CFA. Bon, je vous parle du concret. Vous avez l'Agence française de développement qui octroie un crédit de 1000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour construire une ligne métro, n'est-ce pas? Et ce sont les entreprises françaises qui sont adjudicataires de ce marché, qui est surfacturé, il faut le dire, mais c'est quand même une dette que les Ivoiriens doivent rembourser. Ça me pose quand même un peu. Avec ta permission, juste... Où est le métro sénégalais c'est juste aujourd'hui? parce que j'ai oublié un aspect qui est important. C'est pour que les gens comprennent. Dans ce schéma, dans cet exemple qu'il prend, qui est réel, oui, non seulement, parce qu'il faut bien suivre ce qu'il dit, c'est très important, il dit, la France, parce que ça c'est illustratif de ce qui se passe avec la dette africaine. Vous avez un projet, oui, la France ou un pays occidental vous dit, on est prêt à vous donner le nécessaire pour faire ce projet. Il faut bien suivre.
On vous donne le nécessaire. Donc cet argent, créé ex nihilo, que vous allez transformer dans votre économie réelle. On vous donne ça. Disons, je dis n'importe quoi. 10 milliards, c'est un exemple. Quand on vous donne les 10 milliards créés ex nihilo, c'est pour que cet argent soit transformé en monnaie correspondant à une réalité économique pour que quand vous le remboursez, votre économie tourne. Donc on travaille pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec ta permission, la deuxième chose, c'est que quand on vous prête cet argent, la ligne de métro, pour prendre ce cas-là, non seulement on vous impose le taux, on vous impose les conditions, et avant de vous imposer le taux, avant de vous donner cet argent, on vous a dit, dans ces conditions-là, ce qu'il faut faire, les principes de démocratie, il faut accepter d'abord l'homosexualité, il faut légaliser le mariage, je cite comme ça. On vous impose ça. Maintenant, ces conditionnalités, c'est pour ça que je dis que la dette dépend de l'origine et des conditionnalités. Quand on vous l'a octroyé maintenant, on vous impose des entreprises du pays prêteur, ou de ses amis, en tout cas le pays d'Occident, en général. Donc, l'argent qu'on vous a prêté, soi-disant, est retourné à vos entreprises et c'est vous qui fixez le montant du marché et c'est vous qui mettez les taux d'intérêt. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'une fois que vous avez fait ça et que, évidemment, vous ne pouvez pas rembourser, évidemment, quand vous ne pouvez pas rembourser, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la France qui vous a payé cet argent, vous savez ce qui se passe? Le FMI vient vous dire, on vous aime tellement, qu'on va vous prêter de l'argent pour rembourser à la France. Et c'est ça justement le gros complot. Le taux d'intérêt. Merci. Donc voilà le schéma en réalité inique et illicite qu'on ne peut pas tolérer. Sortons rapidement de cette édition. Hein. Voilà, plus qu'une minute pour en sortir. Ok, pour sortir donc de là, je suis en train de dire que justement, dans le cas concret de la Côte d'Ivoire, qui a un projet de construction d'une ligne de métro, l'agent français de développement prête à l'État ivoirien 1000 milliards de francs CFA. C'est une entreprise française qui est adjudicataire du projet, notamment en Bouygues, qui va réaliser le projet et qui va l'exploiter à long terme. Mais il faudra rembourser cette dette. Je crois que vous comprenez qu'il y a une très grosse dette quelque part. Donc, de mon point de vue, et en plus, si vous revenez dans le contexte historique qui motive le refus de payer cette dette, c'est que les infrastructures socio-économiques ont été détruites quand ils partaient et c'était fait pour leur business à eux. Et en plus, nous avons une main-d'œuvre qui est décédée, qui est en mesure, bien ces ayants droit qui sont en droit de demander réparation. Bon, finalement, c'est que d'être. Merci. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Bon, je vais lire un message. Bonjour, vraiment, merci pour vos explications et surtout vos conseils. Bonjour, monsieur Ngoz, bonjour à tout le panel. Vous êtes la lumière pour tout ce qui a été dit sur le panel. Tout est vrai pour tout ce que ceux et celles qui veulent mieux comprendre. Je leur conseillerais de lire le livre intitulé La torche du diable. Merci à tous les panélistes. Bravo DBS, Warren et Lépi depuis Nkonsamba ce matin. Quelqu'un qui s'est excusé, juste pour vous dire que votre panel m'inculque de bonnes choses chaque matin. Force et santé à vous pour pouvoir continuer ainsi. Assou Laurent qui nous a écrit: bonjour Steve, désolé pour mon comportement de ce matin. Cependant, j'ai simplement constaté une idiotie ou que le correspondant a été abruti. Ce qui n'est pas une injure, mais un constat. Question personnelle, avez-vous... Le mec, il insiste. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que ça ne se dit pas sur le continent africain. Nous ne l'accepterons pas. Assou Laurent, faut bien comprendre ce matin. Je n'ai pas fréquenté le collège Essaouira Bali. Non. Si vous insistez encore sur cette question. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Bell, d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère que la réflexion va se poursuivre au niveau de la lutte. La lutte, pour en sortir. Pour en sortir. Paul est là, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Je supplie. C'est pour essayer d'être complet. Alors, même la dette dite coloniale, c'est à la suite de... La dette coloniale, c'est une grosse arnaque. Parce qu'on a parlé de la dette qu'on nous... Oui, bon. Mais la dette coloniale, c'est une grosse arnaque parce que tout ce qu'ils ont construit, comme routes, ponts, rails, bâtiments, c'était dans le but d'exploiter le butin du fait du pillage qu'ils ont fait pour pouvoir le transporter. Donc, il y a zéro dette à payer parce que ça n'a juste pas de sens. Merci. Albert Anatola ici, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Nous aboutissons à la même conclusion. Souvenez-vous, dans les années 80, oui. un contemporain camerounais avait dit: nous n'irons pas au FMI. Qu'est-ce que le FMI a fait? Eh bien, on lui a créé un plan d'ajustement structurel pour démanteler toutes les structures pour qu'il aille pas au FMI prendre de l'argent. Donc, il n'y a rien à payer. Il n'y a absolument rien à payer. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette matinée. Première édition de IBS Matin. L'Afrique doit à tout prix sortir du piège de la dette, dont la France s'en sert comme instrument de chantage.
Ainsi, le sommet pour la relance des économies africaines, qui s'est tenu à Paris, aurait dû s'interroger sur les mécanismes à privilégier pour sortir le continent africain de sa dépendance à ses créanciers. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.